enregistré sur l'ordinateur, très bien. Donc bonsoir à toutes et tous et puis merci d'être là. Donc ce soir, j'ai invité Elsa Fossillon, qui est députée de notre circonscription, que beaucoup de personnes connaissent. Et Bonsoir. puis vous voyez aussi Nathalie Roland, qui est une jeune Villoise, cadre dans le système hospitalier. Et c'est Elsa qui m'a demandé de l'inviter. Et comme je ne peux rien refuser à Elsa, j'ai invité Nathalie aussi. On a une réunion pour échanger sur la situation sanitaire. Dans un premier point, on le fera avec Nathalie et Elsa. Et puis, on souhaite pousser notre réflexion avec Elsa, parce qu'on se dit la politique à voir avec un peu tout. Et on aimerait bien pousser notre réflexion avec celles et ceux qui veulent changer ce monde. Et on pense que le coronavirus nous pose des questions, enfin la coronavirus, non la Covid et le coronavirus nous pose des questions sur le monde dans lequel on veut vivre. Mais avant d'entrer dans le sujet de l'alternative politique et du virus, Elsa, donc tu m'avais proposé d'inviter Nathalie. Ben, je vais te laisser, je vais te céder le micro pour que tu dialogues un petit peu avec Nathalie. Je te laisse faire. Merci Patrice et merci à Nathalie d'avoir accepté. J'ai pensé aussi qu'on parle finalement beaucoup des soignants et du système hospitalier depuis plusieurs mois, que nous, les politiques, on en parle beaucoup aussi d'ailleurs, mais que c'est bien de savoir, c'est bien aussi de laisser parler celles et ceux qui on va dire, ont les mains dans le cambouis, qui le vivent réellement au quotidien. Et puis je crois qu'en fait, quand même, ce qui se passe aujourd'hui, au-delà des aspects purement sanitaire, ce qui se passe à l'hôpital a un lien aussi, je crois, avec le monde qu'on veut construire demain, puisque cet hôpital et système de santé est assez malheureusement à l'image des choix politiques d'austérité qui ont été faits ces dernières années, alors qu'il devrait être au cœur d'un système politique qui privilégie l'humain, le soin, la prévention. Donc Nathalie, toi, tu es cadre de santé à Louis Mourier, donc à Colombes, qui est aussi dans ma circonscription. Ce que j'avais peut-être pour commencer avant d'aborder la réalité des soignants, qui est quand même un enjeu crucial, je voulais que tu nous dises un peu, à l'heure où hier Emmanuel Macron a annoncé une sorte de desserrement du confinement pour les jours à venir, disant que les choses allaient un peu mieux, sans évidemment dire que tout allait bien. Toi, tu vois quelle réalité aujourd'hui au service de réanimation et au service d'hospitalisation à Louis Mourier? Alors justement, on parle beaucoup des réanimations. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, mais simplement quelques jours, on peut se dire que oui, on voit moins de patients en réa, mais c'est que depuis quelques jours. Mais on parle beaucoup des réa, mais il y a toutes les hospitalisations autour aussi. On parle des réa et du coup, on parle de patients pas dans l'imaginaire, mais on se dit, voilà, c'est 70, 75, 80 ans, ils sont en réa, voilà. Non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, les gens hospitalisés, ils ont entre 39 et 50 ans. Enfin, après, évidemment, les formes graves, elles se font sur des gens beaucoup plus vulnérables. Donc, des gens, oui, beaucoup plus âgés ou avec des pathologies associées. Donc, oui, ceux-là, oui, ils vont rester en réa. Oui, ceux-là, ça va être compliqué. Mais il y a tous les gens autour, enfin, qui quand même sont hospitalisés. Ces gens-là, ils ont 50 ans. Ils ont 40 ans. Ils sont Et jeunes. oui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Et on peut Mes 40 dire, ans, je trouve ça jeune. et on peut dire que on a des Covid dans tous les services. Enfin, je veux dire, on n'est pas épargné. On a des Covid en maternité. Enfin, euh, alors avec des gens des fois qui rentrent et qui savent pas qu'ils sont Covid, mais il y en a partout. Il y en a partout. Et donc, tu parlais de gens assez jeunes, d'autres plus vulnérables. Tu parles de ceux en réa et ceux qui sont hospitalisés, mais ça veut dire aussi que vous êtes confrontés à la mort. Est-ce que c'est Oui. quotidien? Est-ce que c'est... Alors oui, enfin, je veux dire, enfin, c'est des chiffres qui sont, enfin,
sur un petit hôpital. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus la Salpêtrière ou voilà. Je veux dire, quand dans un week-end vous êtes confronté à 6, 7, 8 décès, enfin, Oui, c'est pas- beaucoup. c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et vous avez beau, même pour des collègues qui, qui savent ce que c'est la mort. Enfin, je veux dire, mais c'est le chiffre. Enfin, c'est à un moment, vous êtes plus soignant. Enfin, je veux dire, soignant, c'est soigner. Oui, Enfin, peut-être qu'il faut préciser, bien sûr, et c'est peut-être ce qu'il faut préciser en plus dans la période, c'est que habituellement, quand quelqu'un est proche de la mort, sa famille peut être présente, sa famille Mhm. accompagne. Et là, en ce moment, c'est les soignants qui ont aussi Oui, à faire ça, même s'ils ont peut-être un peu moins le temps encore de le faire qu'ils pourraient le faire oui. d'habitude. Mais là, ils ont aussi à la gérer, je dirais, de manière encore plus directe qu'habituellement. Voilà. Il faut gérer, les collègues, il faut gérer les familles, enfin voilà. Et c'est une remise en question d'une identité, enfin d'une identité soignante, de se dire mais si je soigne plus, enfin c'est la vocation d'un soignant de soigner. Donc au bout d'un moment, enfin je veux dire c'est trop, c'est trop. Et donc c'est faire face aussi à des collègues en souffrance, qui n'ont pas de réponse. Enfin, qui pourtant le disent, hein, mais pourtant on sait ce que c'est que d'accompagner des familles, on sait ce que c'est que, mais c'est le nombre, c'est l'épuisement, et puis je pense que cette deuxième vague, elle est pas du tout vécue comme la première. Alors, c'est Je quoi veux la dire, différence notable pour toi? alors je sais pas si voilà, dans la première, il y avait une espèce de, je sais pas, enfin c'est peut-être incorrect de dire ça, mais d'émulation. Enfin, je veux dire voilà, c'était un truc inconnu. On était soignants, on allait être des super héros, on était applaudis et puis on allait vaincre ce truc, on allait gagner et puis tous ensemble on allait y arriver. Enfin, et puis voilà, on était un peu des va-t-en-guerre. Enfin, je veux dire. Et puis aussi, on avait beaucoup d'espoir parce qu'on s'est dit, enfin, enfin, voilà, nous, on alertait depuis des années quand même. Enfin, depuis, depuis 5 ans, 6 ans, enfin oui, même plus de 5 ans, 6, 7 ans, on dit que le système, il, il, il tient un fil, que on est, enfin voilà, que les hôpitaux sont prêts à craquer. En On fait, dit tout ça. peut-être il y avait, pendant la première vague, tu me dis si je me trompe, mais l'idée que quelque part vous retrouviez de la reconnaissance et donc du sens Voilà, au du sens. travail. Voilà, c'est ça. Et puis, on se disait, bah, enfin, ça va. Voilà, les gens enfin, il va y avoir un autre monde. Voilà, Mm. on va avoir des ouvertures de lits. Enfin, je sais pas. Ouais, il y avait de C'est même l'espoir. pas une question de salaire. Enfin, voilà. Et du coup, on nous a applaudi, on nous a donné 100 euros, 200 euros. Enfin, mais on est content. Je vais pas dire qu'une aide-soignante qui est à 1400 euros, si elle se retrouve là maintenant à 1600, elle va pas cracher dessus. Enfin, c'est clair. Mais c'est aussi se donner les moyens. Enfin, je veux dire, il y a pas que enfin, il y a l'attractivité. Je veux dire, on nous dit, même si on nous disait, on ouvre des lits, mais on ouvre des lits, c'est ouvrir des lits, ça veut Oui, il dire faut du quoi? personnel. Il faut du Ouvrir des personnel lits, pour faire derrière. enfin, acheter un lit dans une, enfin, voilà, mais ouvrir des lits, ça veut dire une infirmière, des médecins, voilà. Un numerus clausus, enfin voilà, je veux dire, pour faire un médecin, il faut au moins 7 ans, 10 ans, enfin, s'il est spécialisé. Donc, Et Nathalie, il y a un truc un peu étrange qui se passe dans la période parce que suite à la première vague, il y a eu quand même beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers des formations médicales, des formations mhm, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignantes, de tout type d'ailleurs
de métiers médicaux ou paramédicaux, avec justement cette première vague qui faisait de vous, mais quand même, des super-héros et des super-héroïnes d'ailleurs, beaucoup pour les Oui, infirmières et pour les en aides-soignantes, ce jour. ce jour, il faut le rappeler. Et donc, il y a eu une forme d'attraction qui reposait sur du sens, plus d'ailleurs que sur l'attractivité des conditions Mhm. salariales, parce que je crois qu'elles étaient dites à la population suffisamment dégradées pour que ce ne soit pas Mhm. ça qui soit attrayant, mais l'idée d'être utile au pays et utile Voilà. aux gens. Mhm. Et dans le même temps, ceux qui avaient subi la première vague et vécu le Ségur de la santé, les annonces très décevantes de la part du gouvernement, ben, il y en a beaucoup qui sont partis. Voilà. Et Mhm. donc aujourd'hui, on est dans ce temps-là, c'est-à-dire à un moment finalement à l'hôpital où le climat, il est entre quoi? Entre Voilà. toujours de l'espoir, On est, désabusé, on est envie de... désabusé. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est le mot. On ne sait pas. On n'a pas de perspective. Enfin voilà, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Là, on nous dit. Alors, moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas comment dire, qu'il n'y a pas une crise, il y a deux crises. Enfin, il y a la crise sanitaire. Et moi, en tant que soignante, j'ai envie de dire, confinons tout le monde. Ne sortons plus et voilà. Ça, c'est mon côté soignant. Mais à côté de ça, j'ai un côté humain. Enfin, je veux dire, et il y a la crise économique. Et ça, je l'entends. Et je comprends qu'on ait besoin de. Mais nous, enfin voilà quoi. Je veux dire, on a très très peur d'une troisième vague. On a Bah, très très peur. en fait, à mon avis, vous avez même une double peur, c'est-à-dire que il y a à la fois le risque effectivement d'une troisième vague que vous allez subir de nouveau et qui est éprouvante sur bien des aspects, mais la crise économique, et vu la manière aujourd'hui dont elle est gérée par le gouvernement, il y a l'idée aussi, hein, et d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin, il était sur France Inter, hein, il disait encore qu'il y aurait des efforts à fournir, Mm. et les efforts à fournir, c'est aussi encore vous, Oui, encore celles et ceux qui sont pas bien payés, ceux qui ont des mauvaises voilà. retraites. Il a annoncé Mhm. de nouveau que la Mhm. réforme des retraites qui était voulue avant la Mhm. Covid allait revenir sur la table. Mhm. En fait, Mhm. même les espoirs peut-être de poursuivre les négociations du Ségur, Mhm. j'ai le sentiment qu'elle s'éloigne encore un peu plus pour vous, quoi. Donc c'est non Mhm. seulement troisième vague possible, en train de vivre la seconde, et puis malheureusement le fait aussi que cette crise économique, elle vous touche aussi. Oui, 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 oui. Et voilà, bon, Il y a de l'envie de se battre à l'hôpital, du coup, de se battre sur les conditions salariales encore. je pense que oui, il y a quand même une envie de se battre, mais il y a quand même là, en ce moment, je trouve que cette envie de se battre, on l'a trouvée vraiment à la fin de la première vague. Là, il y a vraiment voilà, on sent les professionnels qui ont la tête sous l'eau, quoi, qui comprennent pas, qui se disent oui, on va s'en prendre une troisième, et puis nous, on a toujours rien, quoi. Enfin, bien sûr qu'on a envie de se battre pour les salaires. Quand on voit qu'une infirmière en France, c'est 1 500 €, 2 400 € en fin de carrière. Enfin, je veux dire, en France, on est super mal. Enfin, une infirmière, elle est super mal payée, quoi. C'est 10% de moins que le salaire moyen français. Enfin, je veux dire, pourquoi? Alors, est-ce que c'est. Moi, ça m'interroge, surtout en cette journée particulière. Est-ce que c'est comme ça parce que c'est une vocation? Parce que c'est une profession féminine? Est-ce que si les infirmiers étaient majoritairement masculins, ça aurait bougé depuis longtemps? Est-ce que la vocation d'être soignant, du coup, faire soin, c'est inné et du coup, on n'a pas besoin d'être payé pour ça? Enfin, ça me pose vraiment. Enfin voilà,
en cette période, moi, je me pose beaucoup de questions sur pourquoi on n'avance pas dans ce domaine, quoi. Avant de terminer par une question Facebook pour toi, je dis un mot parce qu'on est quand même, c'est pas la journée du droit des femmes, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais donc les violences, là, on a vraiment… Les inégalités, voilà, elles sont une violence aussi, et le fait qu'il y ait des temps partiels subis, des temps partiels imposés et des bas salaires, ça fait partie clairement des violences qu'on peut subir. Et ce qui est vrai, c'est que le métier d'aide-soignante à la base et celui d'infirmière sont clairement des métiers qui ont été pensés comme des métiers d'appoint, des salaires d'appoint à la base. Et donc, les femmes ramenaient un petit salaire d'appoint à la maison. Ce n'était pas un métier à part entière. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les métiers majoritairement féminins sont à la fois des métiers minorés, des métiers qu'on considère moins que d'autres métiers. Il est fou de voir que les traders et les publicitaires sont mieux payés que les enseignants et les infirmiers ou les infirmières, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On va en parler avec Patrice après. Et que c'est vrai que ce sont ces métiers-là aujourd'hui. Et justement, il y a le plus de silence quelque part sur les revalorisations. On avait beaucoup d'espoir, enfin, je pense qu'on avait beaucoup d'espoir sur cette première vague parce que la première vague, on a confiné tout le monde. Et à un moment, on a dit les métiers indispensables, je ne veux pas dire essentiels, mais voilà, vont aller, voilà. Et on s'est rendu compte que c'était nous. Et on s'est rendu compte que les indispensables, c'était les moins bien payés. C'est quand même dingue. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, je ne sais pas si tu peux répondre à celle-ci, mais est-ce qu'on commence à avoir des éléments sur les conséquences du Covid sur du plus long terme? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'hôpital, on voit revenir des gens qui avaient été malades? Est-ce qu'il y a des rechutes? Est-ce que donc des gens qui ont été malades 2 fois ou des rechutes sur le plan pulmonaire, d'autres choses? Est-ce que tu as des éléments un peu à nous donner là-dessus? Oui, il y a des rechutes. Il y a des rechutes. Il y a des gens qui restent positifs. Enfin, quand on leur fait le test, ils sont positifs. Alors, je ne suis pas médecin, je ne dirais pas s'ils sont contagieux et tout, mais à chaque fois qu'on leur fait du test, on a toujours une présence de virus. Et puis, on a des gens qui vraiment ont des séquelles. Et ça, pour le coup, c'est des gens qui sont jeunes, de 40 ans, qui vont développer des asthmes, vont s'épuiser, vont essayer de reprendre un travail, mais des problèmes de concentration. Enfin, voilà, quoi. On a quand même… et quand on pense que le Covid, ça ne touche que des personnes âgées, enfin, voilà, peut-être… ou alors, c'est vrai que les formes graves touchent des personnes vulnérables, âgées, avec des comorbidités, tout ça. Mais sauf que des fois, vous pouvez avoir 25 ans, vous pouvez avoir 30 ans, vous croire en bonne santé, choper le Covid, vous trouvez en réa, et c'est parce que vous avez chopé le Covid et que vous vous retrouvez en réa qu'on découvre que vous avez une maladie qui fait que vous avez une… voilà. Donc, personne n'est… Voilà. Et je pense que, en plus, en ce moment, ce qui ramène de la colère aux soignants, c'est toute cette… je ne sais pas si on peut dire polémique, mais tout ce qu'on peut entendre sur les anti-masques, sur… enfin, voilà. Ça c'est… Sur des gens qui minimiseraient la maladie, qui dirait que ça n'existe pas, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on ne peut pas nous dire ça à nous. Enfin, je veux dire, n'importe quel gouvernement… Enfin, moi, je conçois pas qu'il y ait… Voilà. On n'est pas partie d'une organisation mondiale qui… Voilà, non. Je ne pense pas qu'avec le test, on puisse toucher l'ARN du cerveau. Et voilà, et voilà. Après, je comprends. Je comprends qu'on soit, comment dire, un peu… la gestion de crise au début, avec il n'y a pas besoin de masque, il en faut pas, les flottements, tout ça.
évidemment que ça amène des fantasmes, évidemment que ça permet de dire, on nous dit pas tout. Oui, on ne dit pas tout et à un moment, peut-être quand on est politique ou quand, peut-être qu'à un moment, il faut être capable de dire: «Bah, on ne sait pas». On ne sait pas, on est comme vous et on ne sait pas et voilà et de dire: «Bah, on sait, mais il y a pas besoin de masque», puis tout d'un coup, il en faut et puis vous avez plus de gants, puis tricotez-vous, Mmh. enfin voilà, parce que c'était Hmm. presque ça. Donc évidemment que ça, ça participe à la méfiance Bien sûr. et ça, je l'entends et jusque-là, ça m'avait pas gênée. Mais Mais tu maintenant, veux entendre des gens dire que ça n'existe pas, que les médecins déclarent des faux covid pour, enfin, moi ça me enfin, c'est même, je sais pas comment je pourrais le dire sans être vulgaire, mais c'est nous cracher à la figure. Enfin, je veux dire, c'est venez. oui, il y a un Alors, côté je comprends le côté, presque insultant pour vous. Voilà, c'est ça. alors, Merci Nathalie. merci Nathalie. Tu peux rester avec. Merci pour toutes ces Oui, précisions et puis ton avis. En plus, ton dernier avis d'ailleurs sur cet aspect dénégation de la crise ou incertitude des uns et des autres et qui se lie à l'angoisse, ça me fait une transition avec ce qu'on a prévu. Alors, tu peux rester avec nous, puis n'hésite pas à intervenir. Pour une fois qu'il y a deux femmes contre un homme, c'est plutôt une bonne chose. Euh, Moi, je vais poser une question à Elsa. Tu m'avais proposé de discuter d'abord sur justement cette notion de complotisme, pas de complotisme. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut parler forcément toujours de complotisme, parce que les gens n'ont pas forcément le sentiment d'être des complotistes, même quand ils dénient des choses. Ils ont le sentiment, en fait, de ne plus croire personne. Tu le disais tout à l'heure, on nous a dit des choses et l'inverse. Et donc, à la fin, mmh, j'ai vu dans le fil de la discussion, il y a quelqu'un qui en permanence dit toujours, c'est Isa, qui dit toujours, on peut croire personne, on peut croire personne, ils nous mentent, ils nous mentent, ils nous mentent. Mais ça, c'est vrai, à la fois c'est vrai, en même temps il y a un gros risque de cultiver cela parce que ça nous amène à plus croire personne et parfois à croire des gens qu'il ne faudrait pas croire. Donc, Elsa, j'ai une question pour toi. Donc, ce virus, c'est un complot international contre les gens, à ton avis? Non, mais c'est vrai que j'avais envie de discuter de non, c'en est pas un malheureusement, enfin ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais envie de discuter de ça parce que j'ai lu, j'ai constaté, des chercheurs se penchent sur le sujet pour dire que les thèses, en tout cas de grands complots mondiaux, prennent de plus en plus de place et pas simplement chez ceux dont on pourrait juger qui sont un peu allumés ou qui sont un peu perdus, etc. Mais des gens, eh ben, des gens qu'on connaît, des gens qui s'intéressent d'ailleurs la plupart du temps aux actualités, aux informations, donc qui se questionnent. Et il y a une forme d'adhésion de plus en plus grande à ces thèses-là. On a vu récemment un documentaire, Hold Up, qui a fait très rapidement 3 millions de vues et qui est un documentaire avec des gens en plus sérieux dedans, qui ne savaient pas exactement pour un certain nombre à quoi ils répondaient comme commande, qui parfois après ont dit qu'ils se sont sentis bernés. Mais donc pour avoir vu, pas en entier, je suis honnête, mais une partie des extraits de ce documentaire, j'ai vu à quel point effectivement ces gens avaient l'air sérieux. Ces gens venaient asséner des choses qui avaient l'air toutes vraies, mais ce qui était impressionnant, c'est que c'était un montage de plein de discours et des choses étaient assénées comme ça. Et donc, c'est un peu le système quand même qui se fait des thèses complotistes, c'est-à-dire on vient asséner les gens d'informations qu'ils ne peuvent pas traiter. Et moi, je veux mettre en garde, c'est-à-dire que généralement, quand on veut faire passer une idée sérieusement, c'est assez rare qu'auprès des gens, surtout sur des idées compliquées, médicales, qu'on vienne asséner les gens d'informations comme ça. Et donc, notre cerveau, en plus, dans la période, je crois à une forme de sidération devant ce qui nous arrive. Nous vivons une année 2020 comme, je pense, enfin, en tout cas, moi, dans ma vie de 40 ans, je n'ai pas vécu ce qu'ont vécu mes grands-parents, mais en tout cas, dans ma vie de 40 ans, bah, voilà, c'est une année assez exceptionnelle et qui a tous les ingrédients, en tout cas, pour qu'on la vive comme étant quelque chose d'inconnu, quelque chose d'incertain et qui crée de l'inquiétude chez nous. Donc, c'est toujours le terreau de thèses soit extrémistes, soit
soit complotiste. Et moi, j'ai envie qu'on en parle parce que je pense que ça répond aussi à de l'inquiétude, à de l'incertitude, à de la colère aussi. Tu parlais du début de gestion de crise du gouvernement, c'est le cas. Je pense que les gens ne sont pas d'ailleurs en colère seulement contre ce gouvernement, même si c'est légitime, mais qu'ils ne croient plus aussi à la parole politique. Et ça, je peux quelque part l'entendre parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, beaucoup de choix politiques qui n'étaient pas tournés vers eux, mais contre eux, contre les gens, contre la majorité des gens. Et donc, je peux entendre ça. Mais si en fait, si toute parole qui tente de la rationalité n'est plus crue, alors je ne vois pas comment on travaille à de la démocratie, à des idées en commun, à construire ce qu'on a envie de construire. Et donc, c'est ça mon inquiétude. Alors même qu'on a besoin, je crois, de construire ensemble, de faire appel à l'intelligence collective, et puis à se battre aussi contre ce qui est au cœur, je crois, de cette pandémie. Parce qu'il y a des scientifiques qui nous alertent depuis des années sur le fait qu'une pandémie mondiale va nous toucher. Et pourquoi ils nous alertent? Sur nos modes de vie, des modes de vie et de production qui sont le fruit de choix politiques. Alors, c'est le moment où, évidemment, je vais mettre en cause le capitalisme, mais parce que le capitalisme, aujourd'hui, conduit à des flux marchands extrêmement intenses, à des déplacements sur la planète d'individus extrêmement importants, et puis à des choix aussi politiques, des choix qui veulent produire toujours plus et qui amènent à ce qu'on déforeste une partie de la planète. Et donc, à la fois, c'est toute notre biosphère qui est détruite, mais c'est aussi un rapprochement entre les êtres humains et les animaux sauvages. Et donc, il y a tout là, le terreau, les ingrédients pour qu'une pandémie arrive. Et donc, c'est pour ça que je dis que même les choses qui peuvent paraître étonnantes et qui forcément sont de l'ordre parfois de l'inconnu pour nous. On n'est pas médecin, on n'est pas scientifique, mais en tout cas, dire que des scientifiques nous alertent depuis longtemps là-dessus. Donc moi, ce que je pointe, c'est à la fois un modèle aujourd'hui de société, une organisation sociale avec aujourd'hui, on parle de néolibéralisme sur nos gouvernants, mais ils organisent un système capitaliste qui exploite à la fois les individus et qui exploite la planète. Donc moi, c'est celui-là sur lequel j'ai envie qu'on soit en colère et qu'on porte notre colère, mais pas simplement notre colère. Je rappelle que chez les Japonais, je me trompe peut-être, mais j'ai un doute, l'idéogramme qui dit le mot crise, il dit à la fois le danger, mais il dit aussi l'opportunité d'une bifurcation. Et donc, si nous n'arrivons pas à trouver de la rationalité, que notre colère se porte sur les choix politiques qui nous conduisent là, les modes de vie aussi qui nous conduisent là, j'ai peur qu'on passe à côté de ce qu'il faut changer. Et donc, c'est pour ça que je veux qu'on apporte du débat. On peut ne pas être d'accord avec ce que je raconte, mais il y a besoin que la parole de chacun et chacune puisse ne pas tout de suite être renvoyée parce qu'on conteste, parce qu'on dit qu'il y a bien une pandémie et qu'elle existe, que tout de suite elle soit renvoyée comme étant en accord avec celles et ceux aujourd'hui qui gèrent la crise. Voilà. Je pense qu'ils la gèrent mal, je pense qu'ils font des choix politiques qui continuent à être tournés vers l'idée qu'il faut que la machine continue à tourner, que la machine économique telle qu'elle est conçue et telle qu'elle écrase les peuples et la planète continue de tourner. En revanche, je veux qu'on ramène de la rationalité et des idées de l'intelligence là-dedans. Voilà, j'espère avoir été... Oui, juste un point, Nathalie, je t'ai coupé ton micro, donc si tu veux reparler, tu pourras le rallumer. C'est pas pour te faire taire. Juste, il y a quelqu'un, je crois qu'on est d'accord avec cette personne qui dit dans le fil de discussion de Facebook, il ne faut pas confondre être en désaccord avec ce gouvernement et complot. C'est vrai. Ce qu'il faut se méfier, c'est que souvent les complotistes utilisent le désaccord avec le gouvernement pour justement nous amener sur d'autres idées. Donc, par exemple, nous, on est en désaccord avec le gouvernement, je ne crois pas qu'on soit complotiste, mais il faut, je suis quasiment sûr, en tout cas, ce n'est pas mon option, en tout cas, l'idée de vérifier toujours les sources des choses que l'on voit, notamment dans les réseaux sociaux, est une question capitale et de les recroiser avant de les partager et de l'avaler comme étant
chose commune. Parce que moi, des fois, il m'arrive aussi de voir on m'envoie plein de vidéos. Des fois, je me sens en accord avec le début et à la fin, je sens bien on essaye de m'entraîner quelque part où je ne le souhaite pas. Il y a une autre personne, d'ailleurs, dans le fil de discussion qui dit on est dégoûté et à cause de ça, on ne veut plus voter. Alors, ça ne date pas que du virus, parce que l'abstention, ça croît d'année en année et depuis maintenant une dizaine d'années. C'est peut-être un des problèmes, d'ailleurs, que les personnes fassent du retrait politique plutôt que d'investir la politique, parce que, en fait, celles et ceux qui auront intérêt de changer, s'ils s'abstiennent, s'ils ne votent plus, c'est celles et ceux qui ont intérêt que ça continue qui votent. Et donc, vous avez des gouvernements qui sont toujours du côté du capitalisme. Mais pour revenir à ce que tu disais, Elsa, donc tu as accusé un peu le capitalisme en disant que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça et que le système capitaliste, qui est planétaire aussi, comme d'ailleurs ce virus, il y a quelque chose de... parce que même la Chine développe un capitalisme d'État, donc on peut le retrouver là, pour faire une petite attaque à nos amis chinois, du gouvernement chinois. Mais est-ce que c'est pas un peu complotiste quand tu dis c'est le capitalisme, de penser, parce qu'on pourrait se dire, parce que dans les complotistes d'ailleurs ça se retrouve, on nous dit c'est des dirigeants capitalistes qui se sont réunis. Alors, il y a deux thèses. Il y en a une qui dirait ils ont inventé ce virus et puis ils nous font avaler des couleuvres en ayant inventé ce virus. Et d'autres qui disent ils en profitent pour faire des licenciements, pour attaquer tous les droits sociaux, pour faire replier les peuples. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah d'abord, je dirais qu'ils n'ont pas attendu la crise pour tenter de faire plier les peuples et puis pour faire des mesures à la fois d'austérité, mais aussi de recul des droits individuels, de recul des libertés. Euh, voyons avec la réforme des retraites, voyons avec les lois travail, enfin voilà, sans remonter très loin, on voit que malheureusement d'ailleurs, ils n'avaient pas besoin de la crise pour ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans leur volonté aujourd'hui, eh bien de continuer à faire tourner la machine telle qu'elle, on le voit avec le plan de relance, par exemple. Le plan de relance, il continue de consacrer des milliards et des milliards d'euros à des multinationales sans leur demander quelles seront leurs politiques d'emploi ou leurs politiques environnementales, ni même quelles seront leurs politiques en matière d'apprentissage pour les jeunes. Et ce qu'on constate, c'est que les crises, évidemment, et là, je suis obligée de dire, je ne le revendique pas comme une thèse complotiste, mais comme des faits historiques, ça maintient la pression sur les travailleurs et les travailleuses. Et c'est toujours des moments de contraction extrêmement forte des droits. On le voit quand il y a aujourd'hui de plus en plus de chômeurs, hein, de plus en plus de pauvres. C'est toujours un chantage supplémentaire à l'emploi. Et celles et ceux qui sont aujourd'hui en emploi, ils sont bouffés par la peur eh bien, de tomber dans le chômage ou de tomber dans la pauvreté. Donc forcément, quand le gouvernement continue à faire tourner la machine, et d'ailleurs, je le redis, Bruno Le Maire disait dès le départ, hein, il va falloir faire des efforts. Des efforts pourquoi? Pour payer la dette, une dette qui est impayable, irréglable, une dette sur laquelle on refuse de taxer un peu plus les plus hauts revenus, une dette pour laquelle, par contre, on nous dit qu'il va falloir remettre sur la table la réforme des retraites. Et donc, les sacrifices, oui, vont être demandés toujours aux mêmes, je dirais à plus grande hauteur parce que c'est la crise, mais dans les logiques déjà qui existaient et qui étaient à l'œuvre. Et puis, ce qui se passe dans ces moments-là et qu'on constate, c'est que, évidemment, dans un moment où les droits sociaux reculent, il y a une moins forte acceptation encore à toute mesure qui viendrait fragiliser ces droits. Et donc, le néolibéralisme a quelque chose de puissant là-dessus, c'est qu'il utilise la force et la violence. Et donc, le fait qu'on ait des reculs des libertés dans cette période, et je trouve significatif, je pense à la loi sécurité globale, mais regardez, c'est la loi anti-casseurs qui est venue après le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il n'y avait pas besoin d'une pandémie mondiale. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les périodes de crise peuvent représenter des opportunités pour des multinationales à licencier. Et on le voit. Il y en a dont aujourd'hui les comptes n'ont pas de problème. Leur seul problème, c'est de pouvoir continuer à donner toujours plus à leurs actionnaires
Et donc, pour cela, ils continuent d'exploiter un peu plus les salariés. Mais c'est la réalité du capitalisme, c'est pour ça que je le pointais. Merci. Mais toi, du coup, Patrice, parce que tout à l'heure, je parlais de cette pandémie mondiale aussi et de la réalité de destruction, des réalités de destruction de la planète. Je sais que c'est des questions aussi que tu penses pas simplement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Tu parlais pendant la campagne municipale, et tu en parles toujours, de créer avec les habitantes et les habitants un nouvel art de vivre populaire. Est-ce que cette pandémie, elle te dit quelque chose de plus quelque part sur cette volonté, cette création que tu souhaites faire avec les habitants et les habitantes? Ou est-ce qu'elle réinterroge? Non, elle me conforte dans le besoin d'inventer un nouvel art de vivre populaire. Et puis, elle me conforte dans le fait que c'est possible. Parce que des fois, on peut douter dans une vie politique où il y a du repli sur soi, de l'individualisme, chacun s'occupe de ses petites affaires, pas celles des autres, ou le complotisme, le retrait en politique. Par exemple, il y a Maud qui dit voter c'est bien, mais il ne faut pas se taire ensuite, et elle a raison, c'est-à-dire qu'il faut voter et agir. Même si le gouvernement prend des mesures pour nous empêcher de manifester, il ne faut pas les accepter, il faut continuer d'agir entre deux élections, parce que ne faut pas tout déléguer. L'espoir, c'est ce qu'a révélé le Covid, c'est quand même qu'il y a dans les villes populaires d'immenses îlots de responsabilité et de solidarité. Moi, ce que je retiens, c'est que les jeunes villoises et les jeunes villois, mais c'est vrai dans beaucoup de cités populaires, contrairement à ce que les médias ont voulu faire croire, les gens ont été extrêmement courageux et responsables en respectant le confinement dans la première étape. Et de le faire de manière presque plus importante que dans Paris, par exemple, où il y a des couches sociales plus aisées, alors qu'ici, les conditions pour le faire sont plus difficiles. Cet esprit de responsabilité, c'était aussi un esprit de solidarité. Alors, il y a la solidarité qu'on a vue, des associations, notamment des jeunes que je salue, qui ont fait des maraudes, qui ont fait des distributions alimentaires. Mais il y a des solidarités qui ne se voyaient pas et qui étaient certainement les solidarités les plus fortes, c'est celles entre voisins, voisines, quelles que soient les générations, quels que soient les âges, quelles que soient les origines, qui se sont soutenus en faisant les courses, en s'entraidant et en passant se voir. Ça, c'est quand même un espoir, quand même, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abandonnées dans la société telle qu'on est et qui donne un espoir sur l'idée on peut inventer une société plus respectueuse des êtres humains et avec un respect mutuel plus important. Le deuxième aspect, c'est que cette crise alors je crains que ça ne le fasse pas à la fin, d'où l'intérêt de notre débat aussi ce soir, parce que je crois que ça ne se fera pas si les gens ne politisent pas leur vécu de crise pour se dire en fait ça m'interroge sur quelle société demain. Et la crise a montré qu'on a besoin de relations sociales. Par exemple, quand on nous confine, qu'on nous fait porter le masque, qu'on nous empêche de rencontrer nos familles, nos amis, d'avoir des réunions, de discuter, c'est un manque. Et ça nous manque énormément. Et donc cette crise montre qu'il faut qu'on retrouve du temps de vivre, du temps de vie dans les villes pour s'occuper de soi, pour avoir du temps de loisir, pour s'occuper de ses enfants, de sa famille, pour se cultiver, pour s'occuper de son environnement, s'occuper de la ville aussi. Et que ça, ralentir la vie en ville est un enjeu important. Je rappelle, moi, ce qui m'avait fait dire qu'il fallait inventer un nouvel art de vivre populaire qui touche aussi l'emploi, c'est que 60% des jeunes, et souvent des jeunes cadres, qui habitent dans la métropole du Grand Paris, disent qu'ils veulent partir de la métropole du Grand Paris parce qu'ils sont trop stressés, trop anonymes, trop violents, trop d'incivilité. Et ça, la crise ne fait que de montrer la nécessité de bouger sur ces questions-là en ralentissant la vie et en travaillant à ce qu'on se respecte davantage. Ça note aussi qu'il faut qu'on modifie les rapports entre logement et habitat et travail, parce que le gouvernement est bien gentil quand il envoie, on s'interroge sur pourquoi c'est en Seine-Saint-Denis et à Gennevilliers qu'il y a le plus de surmortalité dans la première phase. Une enquête et une étude d'ailleurs de quelqu'un qui a été mon prof à la fac de Nanterre en urbain, paru dans Le Monde récemment, fait la démonstration qu'en fait ce sont celles et ceux dont parlait Nathalie tout à l'heure, hein, les métiers essentiels,
celles et ceux qu'on n'a pas pu arrêter, parce que s'ils s'arrêtent de travailler, ben, la vie s'arrête et on a nos poubelles qui s'accumulent dans les rues, on n'a pas de gens qui nous soignent, personne qui vient à domicile pour s'occuper des personnes les plus en difficulté, pas d'école, enfin des choses de ce type, et que c'est dans les transports en commun et au travail qu'ils ont attrapé ces… Mais les transports, on est bien placé à Gennevilliers avec la ligne 13, malheureusement, pour savoir qu'il faudrait travailler sur ces questions de transport. Donc, pour répondre vite à ta question, enfin vite, à ta question, oui, moi, ça me conforte davantage. Je pense qu'il faut qu'on arrive à politiser sur ce qui se passe en ce moment. Par exemple, bon, on aurait pu l'aborder plus tard, mais quand on voit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire des métiers de fonctionnaires, parce que depuis 30 ans, on explique que les fonctionnaires, c'est des feignants, c'est pas bien, puis que le rêve dans la vie, c'est d'être auto-entrepreneur et pour s'acheter une Rolex à 50 ans. Ben, les auto-entrepreneurs, on voit aujourd'hui ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas de système de solidarité, et quand il y a une crise, c'est pas toujours le chômage qu'ils touchent, et donc ils ont des revenus qui sont diminués drastiquement, et c'est eux qui souffrent. Quand on est salarié en CDI, et donc il faut refuser l'ubérisation de la société, ou fonctionnaire, on continue en cas de crise de toucher son salaire, et c'est un amortisseur de crise sociale. Et en plus, on a un rôle utile dans la société, parce qu'on le voit bien, là, moi je salue d'ailleurs les fonctionnaires territoriaux qui, dans la première phase, mais comme encore aujourd'hui, développent le service public et font qu'il y a des choses qui tiennent dans la ville grâce à leur action et peuvent se sentir comme les soignants extrêmement, extrêmement utiles. Donc ça, je crois que c'est important. Je dirais qu'il y a les fonctionnaires, mais il y a aussi, par exemple, les personnes qui ramassent nos ordures. C'est une société privée à Gennevilliers et eux aussi jouent un rôle extrêmement, extrêmement important. Nathalie? Oui. En fait, ta question posée à Patrice sur sa vision de la ville, ça fait résonance en moi sur… bon, je ne suis pas directeur d'hôpital, mais sur ma vision voilà, de ce que j'aimerais dans l'hôpital, quoi. Et je me dis qu'à un moment, il faut arrêter de faire des économies sur l'hôpital. Qu'il faut arrêter de demander à des soignants d'être des gestionnaires. En fait, nous, on est soignants, oui, peut-être pour des vieux comme moi, c'est une vocation, peut-être pour des plus jeunes, c'est d'autres raisons, mais quand même, on est soignants. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à des besoins humains de façon humaniste. Enfin, je veux dire, on veut passer du temps avec les patients, on ne veut pas être rempli. Enfin, je comprends qu'on a tous… Il y a la qualité du soin, alors on nous met des dossiers patients, des choses à remplir, des ordinateurs, tout ça, mais quand une IDE, elle a 20 lits à s'occuper sur une journée de 8 heures, qu'elle doit remplir des papiers, enfin, on lui demande de remplir des papiers, du papier, à un moment, combien de temps elle passe avec le patient? Voilà. Tu as anticipé sur la question que je voulais te poser, Nathalie, mais à toi et à Elsa d'ailleurs, c'est la pandémie, elle nous interroge quand même sur notre système médical. Alors, en première partie, vous en avez un peu parlé, puis là, tu es revenu spontanément sur cette question, je te remercie. Il y a les conséquences du libéralisme sur notre système de soins, mais en fait, je voudrais me faire le mouche du coche ou l'avocat du diable, selon comment on se place. Mais bon, vous critiquez pas mal, mais est-ce que vous avez des propositions? Parce qu'en fait, c'est facile de critiquer, mais… Alors, je pense qu'il faut, je ne sais pas comment, mais rendre l'hôpital public attractif. Alors, je ne sais pas comment on le rend attractif, mais je ne sais pas. Oui, ça passe peut-être par une revalorisation des salaires, sûrement, hein, parce que quand on voit, voilà, et tous les métiers. Et l'hôpital, alors ça, c'est l'hôpital, c'est pas des infirmières et des aides-soignantes. Enfin, je veux dire, voilà, on en parle beaucoup, mais il y a des manipulateurs radio, il y a des techniciens de laboratoire qui sont, je pense, en ce moment en première ligne à analyser des tests et des tests et des tests. Un hôpital, il ne fonctionne pas sans pharmacie.
il y a des pharmaciens, il y a des préparateurs. On ne soigne pas bien si on nourrit pas bien. Il y a des cuisiniers, il y a des gens qui font le ménage. Enfin, je veux dire, voilà, rendons, re repensons toutes ces professions et je ne sais pas comment, enfin, Alors, peut-être qu'Elsa a une proposition, parce que moi, je me rappelle qu'elle me racontait il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, qu'au début qu'elle était élue, d'ailleurs, comme députée, ils ont passé avec ses collègues, ils ont fait le tour des hôpitaux. Donc, ils n'ont pas attendu la crise oui, oui, on a vu Elsa. voir le problème. Mais, et donc, t'en Il y avait tires quoi, compris. Elsa, comme proposition, à part dire que le gouvernement n'est pas gentil? Bah, non, mais bon, déjà, il y a des choses qui ont été démantelées, il faut le dire, parce que notre système de soins, il était jugé comme étant le meilleur au monde il n'y a pas si longtemps. Dans les années 90, il était encore jugé comme le meilleur au monde. Donc, autant il y a des choses que peut-être on a toujours mal faites, toujours mal construites, qui à la base étaient construites sur un modèle déjà très, très libéral. Ce n'est pas le cas de l'hôpital. Ça fait vraiment partie des bases qui avaient été posées d'un pays tourné vers la politique de soins et du soin pour toutes et tous. Et d'ailleurs, euh, on le mettait souvent en comparaison à l'inverse avec le système américain. On a vu que l'enjeu de la médecine, de la santé pour tous avait été un enjeu aux élections présidentielles précédentes. Ça faisait partie de la proposition phare d'ailleurs de Barack Obama et Joe Biden continue de porter des mesures parce que Barack Obama n'a pas été au bout. Mais il faut quand même dire que même les débuts de mesures initiés par Barack Obama, alors que tout le monde décriait l'idée que ça allait être de la dépense d'argent public importante, en fait, les premières mesures, elles ont touché des millions et des millions de personnes, elles font baisser les dépenses de santé. Parce que permettre aux gens d'avoir accès aux soins, eh bien, ça fait baisser les dépenses de santé, parce que ça évite qu'ils soient trop malades. Et donc que la prise en charge soit plus lourde. Et c'est vrai des systèmes de prévention. Et là, par exemple, ça nous a été dit partout, nous ne sommes pas bons en France sur le système de prévention, sur faire en sorte que les gens passent des tests plus souvent, plus rapidement, qu'ils soient informés des médecins qu'ils doivent aller voir. Donc ça fait partie des choses qu'on peut améliorer. Il y a à la fois des systèmes de campagne de prévention, mais l'accès aux soins, ce n'est pas que la gratuité, c'est aussi est-ce qu'on a la proximité pour y aller. Et il y a eu beaucoup aujourd'hui d'hôpitaux de proximité fermés, mais ils ont été fermés sans être remplacés. À Gennevilliers, on a ici un CMS qui a un partenariat avec la PHP. Moi, je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir des hôpitaux partout, mais qu'il y ait de l'accès à du soin et que il n'y ait pas de la chirurgie à Gennevilliers. Nous avons des hôpitaux et nous ne sommes pas dans un lieu rural, mais qu'il y ait qu'il y ait un lieu avec des médecins qui puissent orienter ensuite à l'hôpital si nécessaire. Ça, c'est primordial. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'après avoir supprimé 79 000 lits en 15 ans, le système de santé va plus mal. Donc, dans les mesures, évidemment, ce n'est pas pour jouer à Madame plus à tout prix. C'est que faire baisser les dépenses de santé, c'est faire accès aux soins. Il faut des lits, il faut des soignants. Et aujourd'hui, nous en manquons parce que nous finissons par démanteler et créer du désarroi et à ne rendre plus attractif le métier. Et donc, je crois que ça doit se voir aussi dans les discours politiques, parce qu'on dit toujours les discours, ils ne sont pas suivis d'actes, etc. Mais les discours, ils affirment aussi des choses, ils donnent une vision. Et moi, ce que je constate, c'est que depuis un certain nombre d'années, eh bien, la santé, la prévention ne font pas partie eh bien, des discours politiques de nos dirigeants de manière centrale. Il y a des chercheurs qui appellent ça les politiques tournées vers le care, vers le soin, vers l'accompagnement, la protection. Et ce n'est pas que l'hôpital d'ailleurs, c'est aussi les personnels des EHPAD, c'est aussi les PMI, c'est tout ce qui vient autour de l'individu pour le protéger, l'assurer de son intégrité physique. Et bien ça, aujourd'hui, ce n'est pas prépondérant dans les choix politiques. Moi, en tant qu'élu communiste, je dis l'humain d'abord. Eh bien, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est tourner vers l'intégrité et la dignité de la personne, à la fois dans son corps et dans son esprit.
Donc voilà, après, il y a plein de mesures sur le numerus clausus. Il y a des mesures, je le disais, de partenariat avec des centres médicaux de proximité. Il y a le fait d'être plus en lien aussi aujourd'hui avec les médecins libéraux. Il y a des coordinations possibles. Enfin, il y a beaucoup de mesures, mais ça nécessite d'abord qu'on le place au cœur de nos choix politiques et qu'on considère que l'accès aux soins pour toutes et tous, c'est à la fois bon pour les êtres humains, mais c'est aussi des mesures économiques qui permettent de faire baisser les dépenses de santé et qu'on sorte, Nathalie a raison, je crois, de ces logiques managériales qui asphyxient aujourd'hui le temps à l'hôpital, mais qui asphyxient tout bonnement le système de santé. Merci. Il y a José qui dit il y a aussi la médecine de ville qui est exsangue. Elle a raison de souligner ça, parce qu'il n'y a pas que dans les hôpitaux, il y a un problème maintenant médical, y compris de déserts médicaux. On parle de déserts médicaux en Île-de-France. L'Île-de-France fait partie des premiers déserts médicaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai appris ça ce matin dans une réunion des maires d'Île-de-France, et que c'est une grosse question qu'on veut poser au gouvernement sur comment il réoriente l'affectation d'abord le numerus clausus dont parlait tout à l'heure Nathalie, euh, modifier pour qu'on ait plus de médecins formés, et puis aussi de faire en sorte, il y avait un peu l'idée qui traînait que des médecins, enfin des étudiants en médecine, c'est quand même financé par, parce qu'en général, ils ne payent pas 100% de leurs études, et donc on pourrait leur demander de faire quelques années dans des territoires qui sont aujourd'hui désertifiés, de telle sorte qu'il n'y ait plus de désert médical en France. Ça fait partie des propositions qu'on pourrait faire aussi. Bon, puis il y a aussi aujourd'hui chez les jeunes médecins une aspiration à être salarié, ça existe. Oui. Je pense qu'il Oui. faut pouvoir trouver réponse à ça. Le développement des maisons médicales, d'ailleurs, qu'on le voit, hein, on voit avec les jeunes doctoresses qu'on a, enfin les jeunes doctoresses qu'on a maintenant aussi Elles le sont. au bâtiment Victor, oui, oui, par rapport à moi, oui, au bâtiment Victor Hugo, où il y a à la fois l'aspiration à jouer un rôle dans la société comme soignante, très attachée à être de bonnes soignants et donc de prendre le temps pour leurs patients et pas de les passer à la chaîne pour encaisser des actes vite fait. Et puis la volonté effectivement d'avoir du temps pour élever leur môme, de prendre des fois le mercredi. Et ça fait partie d'un changement aussi de ce qu'on avait pu connaître pour les plus vieux comme moi, du médecin de famille qui, jour et nuit, était à la disposition de ses patients. C'est plus tout à fait le même monde. Mais c'est une bonne idée. Peut-être parce Justement, que ça fait 1 heure. Oui, alors vas-y, pardon. ben, non, mais parce que je parlais aussi des choix politiques à l'échelle locale. On a parlé du CMS, mais on voit combien c'est important pour les habitantes et les habitants, même si j'imagine qu'ils peuvent faire des critiques sur la prise de rendez-vous et voilà, et c'est normal qu'ils puissent, qu'ils puissent en faire. Mais en tout cas, les maires ont été au cœur aussi de la gestion de la pandémie. D'ailleurs, bien souvent, d'un seul coup, on leur a délégué plein de choses à faire sans leur donner les moyens de le faire. Mais les maires, on a dit, ils ont été efficaces, parfois plus efficaces que l'État. Certains en profitent quelque part pour refaire des débats anciens. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, le débat girondin contre Jacobin, mais en tout cas, c'est quoi ton avis là-dessus sur la place qui doit être accordée aux maires dans notre État et dans notre démocratie? Oui. Alors, Tu on vas parle des expliquer. maires pour faire on parle des maires pour faire un raccourci, mais en fait, moi, je préférais qu'on laisse de la place aux conseils municipaux, parce qu'en fait, il faudrait aussi réformer les assemblées communales pour retirer du pouvoir aux maires et en donner plus à l'assemblée communale, c'est-à-dire aux conseillers municipaux réunis en assemblée, parce que les maires ont beaucoup de pouvoir un peu omnipotent, et il faudrait démocratiser aussi la structure communale. Ceci dit, même dans son imperfection actuelle, la crise du Covid a marqué que c'était en proximité qu'on prenait des décisions assez rapides. Alors, tout ne doit pas se faire en proximité. Par exemple, la gestion de crise, décider de confiner, on peut le faire localement si on voit un problème, mais c'est quand même à partir d'une appréhension nationale. Et c'est pour ça que je n'oppose pas forcément l'État et la collectivité, mais il doit y avoir un rapport dialectique ou conflictuel entre ces deux niveaux, l'État et les collectivités locales,
d'une part, pour garder toutes les compétences aux collectivités locales et arrêter de leur en supprimer comme c'est fait aujourd'hui, parce que c'est l'endroit où il y a de la réactivité, c'est l'endroit où on est le plus proche des gens. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans la rue, je me fais disputer par des gens, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, parce que il y a des choses qu'il faut améliorer et les gens ont raison de le faire. C'est pénible toute la journée parce qu'en général, on dit rarement que ça va bien. Quand les gens viennent nous voir, c'est pour nous dire ce qui ne va pas, ce que je comprends totalement d'ailleurs. C'est dur en fin de journée pour se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de bien. Mais ça, c'est positif parce que ça permet de bouger les choses au concret et de faire avancer des éléments. Bon, par exemple, il y a quelqu'un qui nous pose la question est-ce qu'on peut se faire dépister au CMS? Donc, sur le Covid, là, je lui réponds non. Par contre, on va ouvrir dans 2 ou 3 jours un centre de dépistage à la ferme de l'Horloge en PCR tous les matins. Et la semaine prochaine, j'ai demandé à la région de faire là, c'est un bus qui va venir, donc je n'ai pas la date, ça dépend de la région. Là, c'est des tests antigéniques qui seront avenus de la Libération. Ben, voilà une décision de maire. C'est-à-dire que si moi je fais rien, il n'y a rien. Et ce n'est pas l'État qui aurait décidé d'aider le laboratoire à ouvrir ou de demander à la région de venir. Il a fallu que je demande à la région de venir, mais pareil sur les décisions de masques, ou même pour organiser la solidarité en proximité. On a bien vu quand on a enfin compris qu'on nous racontait du pipeau sur le fait que les masques, ce n'était pas utile, qu'en fait on nous dit que ce n'était pas utile parce qu'il n'y en avait pas. On a fait appel à la solidarité pour en fabriquer, et puis on a acheté, et on a été capable d'en fournir à toute la population 2 ou 3 jeux. Et là, il y a une réactivité en proximité que l'État n'a pas su faire. Donc, alors, comme tu parles du rôle du maire, juste Patrice, je te coupe parce qu'il y a beaucoup de questions et on les entend régulièrement dans la période sur la question des masques pour les enfants. Aujourd'hui, on avait annoncé un Facebook Live sur des sujets en particulier, bien que ça ne relève pas de ta compétence, la question des masques aux enfants, puisque c'est une règle nationale. Je sais que tu vas faire, ou que tu as fait, pardon, hein, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais un Facebook Live avec les je vais le habitants. faire. J'ai Justement reçu une délégation des parents. Alors, d'abord, il faut dire que tous les parents ne sont pas complètement d'accord sur le fait port ou pas du masque. C'est un débat assez controversé. Par exemple, j'ai fait une réunion des parents d'élèves hier soir. Il y avait 66 parents, tous élus. On ne m'a pas posé la question de mon opinion sur le port du masque des enfants. Par contre, on m'a demandé de donner des masques aux enfants transparents pour qu'on puisse voir leur bouche et pour que les enseignants aient aussi des masques transparents pour que les enfants voient leur bouche. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas unanime. Pour ma part, je n'ai pas d'opinion. Je serais plutôt du genre à dire que je ne crois pas que le masque soit efficace à 100% pour les enfants parce qu'ils y touchent en permanence et donc le virus, il se le projette. Je pense que ça peut être utile pour éviter qu'ils projettent sur leurs enseignants ou sur leurs petits copains des virus par leurs postillons, ça certainement, comme pour les adultes d'ailleurs, c'est la même utilité d'ailleurs avec les masques en tissu. Je sais qu'au Japon, par exemple, les enfants portent très jeunes des masques et que ça ne pose pas de problème sanitaire. Ici, on m'a dit que ça pose des problèmes sanitaires. Donc, j'organiserai un débat. Il n'est pas fait encore parce que je recherche 2 intervenants en dehors de la ville, parce que je ne voudrais pas que des médecins de la ville se disputent en public et qu'ensuite il y ait des patients qui choisissent leur médecin et je vois qu'on puisse continuer de travailler ensemble. Donc je recherche des médecins, il y a Isabelle Titi qui m'aide, il y en a d'autres qui m'aident pour en trouver on va y arriver, on va monter parce que ça c'est pareil, ça fait partie de ce que je crois qu'il y a une règle quand on veut faire de la politique en proximité, c'est de faire appel à l'intelligence collective. Et pour faire appel à l'intelligence collective, il faut donner des outils aux gens pour essayer de se faire leur opinion. Et des opinions contradictoires, c'est plutôt bien. Moi, je sais que je me force plus souvent mon opinion sur ton rôle en de maire. écoutant Voilà. des gens avec qui je ne suis pas d'accord qu'avec des gens avec qui je suis d'accord. Voilà. Et ça fait partie de mon rôle de maire d'animer aussi ce type de choses et de répondre à une aspiration à comprendre et à vouloir qu'on intervienne et à aider des gens à s'organiser. Après, moi, un petit pas d'écart, je ne sais pas pour les enfants, enfin voilà, après, il y a des enfants qui ont des pathologies, enfin voilà. Le certificat Mais médical, pour pas qu'ils le portent. oui, voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, le masque efficace ou pas efficace, ce que je peux dire, c'est qu'à l'hôpital, aux urgences pédiatriques, on ne voit plus de gastro-entérite.
on ne voit plus de pathologie, enfin, je veux dire, aux Ça, c'est parce urgences qu'ils pédiatriques se en ce lavent les mains. moment, hein. C'est parce qu'ils Bah, se lavent déjà, les on mains se pour lave, la gastro. bah, voilà, les gastros, ça c'est les mains. Les rhumes, voilà, c'est le masque. Et voilà, les mesures barrières, elles marchent. Mm. Voilà. Alors, parce on va pas faire durer plus longtemps notre débat. J'ai une question pour Elsa ou pour toi d'ailleurs, Nathalie. Je vais ramener sur la question du travail avec le coronavirus. Bon, il y a le télétravail, il y a les visioconférences que l'on fait qui changent un peu les choses. Le confinement aussi avec la cessation d'activité nous a fait repérer un manque dans les relations au travail avec, enfin moi j'entends du monde autour de moi qui était content de faire du télétravail et qui au bout d'un moment ressentent un manque de relations avec leurs collègues. Et donc peut-être que, parce qu'on parle quand même d'alternatives politiques, c'était la question de ce soir, est-ce que ça pose pas, ça ne met pas en exergue des propositions qu'on pourrait faire pour changer la société, y compris dans la façon de travailler, la façon de produire, le sens de notre travail? C'est un gros sujet, Patrice, hein, je ne suis pas sûre. Ok, Parce que donc c'est pour 2 minutes. le travail il est au cœur du système de production, il est au cœur de l'organisation sociale, il est au cœur de nos liens. Donc, plusieurs choses. D'abord, euh, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est André Gorz, qui est un des premiers à avoir pensé l'écologie populaire et Qui a qui fait une permet, très belle lettre d'amour à sa femme. ouais, et qui a permis de montrer, je crois, après Marx, à la fois la question de l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, exploiter son travail au profit du capital, mais aussi combien le capitalisme, pour être alimenté, eh bien, avait besoin de créer des besoins artificiels. Et donc, nous consommions. Donc, nous consommons beaucoup de choses dont nous n'avons finalement très peu besoin, mais ça se fait dans un même temps où nos liens s'appauvrissent. Et donc, moi, j'aime bien cette formule qui est utilisée par plusieurs personnes dans ma famille politique au sens large, c'est de faire primer les liens sur les biens. Voilà. C'est une formule que j'aime beaucoup parce que je crois qu'elle peut dire beaucoup de choses, à la fois eh bien, du temps pour des liens avec d'autres personnes, des liens aussi sur la question culturelle, le fait de se rencontrer. Je parlais à l'échelle locale, aussi des liens de production. Ça peut être au travers des jardins partagés, le fait de produire ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il faut réinterroger aujourd'hui les finalités du travail et la nature de la production. Je parlais des besoins artificiels. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens à leur travail parce qu'ils ne savent pas bien à quoi sert ce qu'ils produisent. Et donc, c'est extrêmement dévalorisant. Et parfois même, ils produisent des choses dont ils savent qu'ils sont mauvais pour les humains et mauvais pour la planète. Et je disais tout à l'heure que la crise, ça pouvait être un moment d'opportunité pour bifurquer. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'à la fois pour lutter contre de nouvelles pandémies, mais aussi pour donner du sens à nos vies et ne pas aller vers cette perspective de destruction des droits sociaux, destruction de la planète, destruction aussi de la qualité de notre démocratie qui est pas très bien, eh bien, je crois qu'il faudrait que les citoyens soient au cœur aujourd'hui eh bien, des décisions à prendre. Et que dans les décisions à prendre, il y a à décider de ce dont ils ont réellement besoin. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de tout ce qui est amassé, produit et qui détruit finalement la qualité de leurs liens, la qualité de ce qu'ils produisent. Et voilà, moi en tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui m'interroge le plus avec cette pandémie. Réinterroger ce que sont nos besoins et à partir de là, décider ensemble eh bien, des finalités du travail et donc des conditions aussi du travail et de ce que nous avons à produire. Et je crois qu'une fois qu'on se pose cette question, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Il y a la question du temps de travail. Quand on voit qu'à la Défense, il y a des cadres, alors certes, ils gagnent bien leur vie, mieux que plein d'autres,
mais il passe 15 heures. Moi, je vois mon frère, il est cadre chez Orange, il est en télétravail depuis 8 mois, il est devant son ordi à 8 heures jusqu'à 21 heures, comme ça. Bon, à la fois, il fait des choses intéressantes, mais la qualité de ses liens, il bosse pour, il bosse pour la 5G. Bon, il y a des fois, je pense que aussi le sens peut être interrogé. Puis là, on va avoir 10 millions de pauvres. Bah oui, répartir le temps de travail, c'est aussi permettre que tout le monde ait du travail. Mais est-ce que ce travail, eh bien, il doit être forcément qu'alimentaire? Non, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à produire et que d'ailleurs, ce qu'on produit aujourd'hui doit être valorisé plus par l'usage qu'il a. Est-ce que son usage est long? Est-ce qu'il va être de qualité et donc est-ce que son prix est déterminé sur le fait qu'il va servir à beaucoup de monde et dans le temps, ou est-ce que son prix il est valorisé juste par le fantasme capitalisme qui fait que cette chose est chère parce qu'on vous l'a tellement vendu, iPhone 8, 11, etc. Je dis pas, moi j'ai un iPhone aussi en plus, hein, mais nous-mêmes, enfin, moi j'ai mes contradictions voilà, dans ce monde qui crée des rêves pas forcément très intéressants. Donc voilà, réinterroger la finalité du travail, réinterroger nos besoins, mais ça ne peut pas se faire sous une forme étatique, ni une forme de juste quelques personnes qui décident. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire appel à l'intelligence collective. Et donc, il faut de la délibération partout. Et moi, je pense que la crise telle que nous allons la traverser, elle devrait appeler eh bien, à des temps partout. Nous réfléchissons à l'énergie que nous voulons, au transport que nous voulons, comment nous voulons manger, et donc que le travail soit déterminé à partir de ça. Ça peut paraître extrêmement utopiste. D'abord, je pense qu'il y a besoin de rêve, parce que sinon on crève. Et je pense qu'on est dans un moment où le système nous emmène dans le mur, véritablement, parce qu'il n'y a pas que la pandémie qui peut mener à une mort massive. La destruction de la biosphère peut nous amener à des catastrophes qui vont tuer des millions de personnes. Donc je crois qu'il est temps de réinterroger en grand la manière dont nous évoluons, la manière dont nous vivons et ce que nous produisons. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je réponds juste à Jessica qui se plaint parce que je ne réponds pas, mais je ne réponds pas parce que c'est difficile d'être attentif à ce que disent Nathalie et Elsa et de lire d'un autre œil. Donc, qui dit qu'il n'y a pas de priorité aux jeunes Villois pour prendre des rendez-vous de psychologie. Non. On a un problème, c'est qu'il y a une déontologie médicale qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de priorité et que le CMS, qui est subventionné aussi par la région, enfin pas par la région, mais par l'ARS, doit accueillir des patients de toutes les villes. Alors on essaye de favoriser les jeunes villois, mais c'est compliqué. Comme il y a des manques dans le domaine médical, effectivement, il y a des temps d'attente un peu longs. Je suis désolé. Il faudrait qu'on arrive à embaucher davantage. Il faudrait qu'il y ait des psychologues qui s'installent dans Gennevilliers. On a doublé les heures d'ailleurs du psychologue de la maison des parents pour travailler en direction des enfants. Parce que je l'avais vu en début de notre débat, quelqu'un disait aussi qu'il va y avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques. C'est vrai. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert aussi une consultation psychologique gratuite au CMS, donc par coup de téléphone, ça doit pouvoir se jouer aussi en consultation. Le niveau de détresse Voilà. psychologique est hyper haut, hein, et particulièrement chez les jeunes en plus. Hein. Oui. On a prévu avec Ah, quelques psychiatres d'organiser une action. Alors on devait le faire à l'automne, là, mais bon, le Covid nous a bloqués, mais on voudrait faire une réunion des psychiatres pour essayer de travailler à une psychiatrie dans les quartiers populaires et essayer de faire une proposition à l'ARS d'intervention utile, alors que la psychiatrie est sinistrée aujourd'hui, tant à l'hôpital que dans les quartiers. et c'est vrai qu'Elsa, tu as raison, moi je suis particulièrement, parce que j'ai des jeunes, j'ai des adolescents, hein, et que je suis particulièrement inquiète, pour cette génération-là. Ah oui, alors Jessica, c'était sur le CMP. Alors le CMP, avec Elsa, on a rencontré le président du conseil départemental la semaine La semaine dernière, dernière. voilà, vendredi dernier, parce que le CMP, on voudrait le refaire. Le département doit échanger des terrains avec l'hôpital
dont dépend le CMP, pour pouvoir le reconstruire et le refaire à neuf. C'est un dossier qui traîne depuis maintenant plusieurs années. Et je crois qu'on a obtenu l'idée un peu de débloquer le problème. Pour vous le dire assez rapidement, le département avait vu les terrains gratuitement par l'État il y a 20 ans, quand les CMP ont été donnés sous la responsabilité du conseil départemental. Et là, pour reconstruire, le département voulait les revendre. Donc, on lui a dit ce serait bon, c'est pas la peine de se faire des sous sur les hôpitaux. Et donc, on est en train de négocier pour que ça puisse se faire et que donc ça permette de garder le CMP à Gennevilliers, parce que là, on en est dans cette phase-là. On précise que le CMP, c'est le centre médico-psychologique, puisqu'il y a des gens qui demandent. Oui. Ah oui, pardon. Merci. Je répondais à Jessica, mais pardon. Mais c'est sûr que l'enjeu de la psychiatrie est extrêmement fort. Il l'était déjà avant la Covid, mais là, de fait, il y a des demandes importantes pour les jeunes et pour les petits. Et beaucoup de collectivités disent aujourd'hui combien il y a du manque en psychiatrie, qui a été quand même un métier pas très valorisé non plus ces dernières années, et on en manque, hein, clairement. Oui. Oui, tout à fait. Euh, Juste quelques mots peut-être pour finir. Je ne sais pas si on se repose des questions, parce que là, ça va faire à mon compteur. J'ai peur qu'on perde un peu de monde Oui, en route, comme tu... on en perd un petit peu. Juste, moi, je voudrais pour dire, parce qu'on va être d'accord sur cet aspect-là, le Covid, la Covid, pardon, fait vraiment réfléchir sur le type de société dans laquelle on est. Tu en as fait la démonstration, mais on pourrait reprendre des tas d'exemples. Par exemple, on peut s'interroger dans la vie, tout le monde dit, moins je paye d'impôts, mieux c'est. Ben, écoutez, les aides que le gouvernement fait en ce moment, même si on les trouve insuffisantes, c'est grâce aux impôts qu'on peut les financer. La solidarité nationale, le paiement pour développer l'hôpital, c'est grâce à l'hôpital, c'est grâce aussi aux impôts que l'on peut permettre et à la sécurité sociale que l'on peut permettre de financer ce genre de choses. Donc, face à l'individualisme, développer des tas de choses qui sont plutôt solidaires, ça fait des sociétés qui résistent mieux. Il faut comparer ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre et en France. Par exemple, le gouvernement, moi je le combats, mais le fait qu'il ait pris une décision de chômage partiel, ça limite quand même les difficultés pas de tout le monde, mais de beaucoup de monde, financières en tout cas pour survivre quand on a confiné tout le monde et qu'on a fait arrêter le travail. Donc le caractère État-providence que le libéralisme, dans les années Reagan, Thatcher, qu'au gouvernement on nous dit ça ne peut pas durer, on met un pognon de dingue dans le social, ben on en trouve l'utilité, y compris pour la relance économique, et essayer de maintenir le pays à flot. Et je trouve que ça devrait faire réfléchir tout le monde sur un peu des idées sur lesquelles on avait commencé à reculer, qui fait que les métiers à Uber se développent, que le salariat est dévalorisé, euh, que la solidarité via l'impôt aussi est dévalorisée. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir, parce qu'il y a vraiment un rôle d'amortisseur, et puis qui fait que notre société est quand même plus humaine que quand c'est le chacun pour soi. Regardez aux États-Unis, il y a des gens qui ne se soignent, ils meurent parce qu'ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital, parce qu'ils payent le prix coûtant. Nous, on ne s'en rend même plus compte, mais, parce qu'on a la sécurité sociale, mais quand ça n'existe pas, c'est des gens qui ne peuvent plus aborder le système de soins. Et donc, je trouve qu'on a plutôt à réfléchir à améliorer ce qu'on appelle les acquis, parfois les modifier pour les démocratiser, pour les rendre plus efficaces, mais plutôt que de continuer dans la voie du gouvernement Macron qui vise plutôt à continuer à casser ce qu'on avait obtenu et à libéraliser à tout va la société, à déréguler le travail. Et peut-être tu veux rajouter un petit mot, Elsa, avant. Bah, Je te laisse le mot de la fin. sur les impôts, ce qui est sûr, c'est que forcément, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, qui a toujours été très fort dans le pays, il décline à mesure que les injustices grandissent. Parce que les gens, quand ils ont moins accès aux services publics, quand ils voient qu'il y en a qui se gaffent pendant qu'eux, ils triment, et forcément, quand ils payent des impôts, tout ça arrosé d'une espèce de bouillie libérale qui vient nous expliquer que c'est les assistés qui font tout baisser, que c'est l'étranger qui vient, que tout un tas de trucs qui
sont le petit bout généralement des dépenses sociales et qui en plus ont non seulement des raisons humaines, mais d'humanité, mais aussi bien souvent d'autres raisons de santé pour toutes et tous. Enfin, bon, je pense à l'AME par exemple pour les étrangers. Il y a à la fois quelque chose d'humain, puis il y a aussi quelque chose qui relève de la santé publique, parce que si on laisse des gens sans accès aux soins, bah, c'est des maladies qui se redéveloppent, etc. Mais en tout cas, le consentement à l'impôt, on le voit, il décline à mesure que les injustices et les inégalités, surtout les inégalités, grandissent. Et puis aussi au fait qu'il y a des tranches d'impôts aujourd'hui qui sont à la fois pas assez progressives pour les plus petits revenus, etc. Et donc, on peut voir qu'il y a des classes moyennes aujourd'hui qui morflent sur ces tranches d'impôts-là. Même si je suis d'accord avec toi, Patrice, hein, dans ce que je dis, Mais non, évidemment. mais je défends l'impôt, mais pas Mais la répartition qui est faite. mais la répartition qui est faite est injuste et aujourd'hui, on demande des taxations supplémentaires des plus hauts revenus. Tu parlais des États-Unis, mais il y a eu une taxe Roosevelt qui taxait à 75% les plus hauts revenus. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, eh ben, il faut permettre qu'il y ait une taxation des plus hauts revenus, comme il faudrait une taxation très forte d'Amazon, parce que c'est de l'argent utile pour développer les services publics. Après, moi, le terme d'État-providence, même si évidemment il a été plus redistributif que l'État libéral, il ne me convient pas tout à fait non plus, parce que je pense que l'État-providence, il peut aussi être un État qui accapare les pouvoirs de décision aux citoyens. Et dans le cadre de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui mettre les pouvoirs de décision, et y compris des finalités du travail et de ce qu'on produit, il y a besoin aussi d'un État à la fois très décentralisé, mais aussi qui permet la propriété sociale. Je pense à tout un tas de choses, au scope, au fait aussi qu'il puisse y avoir des choses autogérées et que tout ne soit pas étatique. Voilà. Mais l'État-providence, il n'est pas forcément totalement étatique, mais l'État-providence, il peut aussi arriver vers la technocratie, la bureaucratie. On en a des exemples. L'État-providence, c'est le mot de l'ennemi. Hein. Oui, oui, On oui. reprend les mots de l'ennemi. Moi, Exactement. ouais, Mais je on a un plus pour débat parler de politique. République sociale. Voilà, exactement. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, aujourd'hui, on a besoin de plus de progressivité d'impôts et on a besoin aussi que, évidemment, vous en êtes d'accord, je pense tous les deux, mais tu en es d'accord, Patrice, j'en suis sûre, eh bien, aujourd'hui, que la richesse produite par les travailleurs et les travailleuses, eh bien, elle soit celle qui leur revienne. Et Ah donc, oui. elle leur revienne à la fois en salaire, mais qu'elle leur revienne aussi parce qu'il y aura des services publics et que donc aujourd'hui on puisse à la fois avoir une économie qui est tournée à la fois qui tiennent compte des limites de la planète, mais qui tiennent aussi plus compte du bonheur des individus. Voilà, s'il fallait un credo, une politique qui tienne compte des limites de la planète et du bonheur des individus, je pense que ça me va bien comme conclusion. Ben, merci. On va arrêter là sur. Merci Nathalie, on a plus parlé, mais euh, merci d'être restée avec nous aussi.